Donc salut, aujourd'hui bienvenue dans la vidéo pour répondre aux questions à la FAQ. Donc vous avez été super nombreux à poser des questions et je vous en remercie, c'est super. Du coup on va avoir pas mal de sujets différents à parler aujourd'hui. Donc je vais essayer de répondre à toutes les questions même si je n'ai pas la vérité absolue. Je vais essayer de faire en sorte de faire mon mieux et puis d'apporter mon expertise et de savoir répondre au mieux à toutes ces questions-là. Donc on va pas attendre plus de temps que ça, on va commencer tout de suite par la première question. Alors la première question, c'est la question de Violaine. Et elle pose la question, elle dit bonjour, comment commencer un jardin sur un sol encore en herbe? Entre parenthèses, composteur commencé depuis octobre. Alors, Violaine, là il y a beaucoup de choses à te dire, donc ça dépend déjà si tu veux travailler le sol ou pas. Si on est un peu de l'ancienne école et qu'on a envie de travailler le sol quand même, et ben pour détruire l'herbe, il va falloir travailler le sol. Enfin, on va utiliser le travail du sol pour détruire l'herbe. Ça va nous permettre de gagner du temps, d'aller plus vite. Donc en gros pour ça, il y a le travail du sol classique, donc il y a le labour. Le problème du labour, on en reparlera dans une vidéo, mais c'est que ça tue 97% des vers de terre dans l'horizon du travail du sol. Donc c'est vraiment un problème pour la vie du sol parce qu'on sait que le ver de terre c'est le pilier de la vie du sol. Donc le labour c'est problématique par rapport à ça. Après il y a la capacité de cabosser la prairie comme j'aime bien dire. Alors en fait l'idée c'est d'abîmer la prairie en travaillant que la surface où il y a les racines et la prairie. Donc par exemple ça peut être avec un motoculteur, ça peut être avec des disques, ce qu'on appellerait un cover crop en agriculture, pardon. Et en gros, l'idée, voilà, c'est de couper, hacher la prairie. Le problème en faisant ça, c'est que s'il y a des racines type chien-dent, etc., le fait de les couper en petits morceaux, au contraire, ça va les aider à se multiplier. Donc si on fait ça, on va plutôt le faire en été pour qu'elles sèchent au soleil et qu'elles meurent. Et sinon, il y a d'autres méthodes que je vous recommande plutôt, c'est de le faire sans travailler le sol. Donc pour ça, pour détruire la prairie, il faut occulter la lumière du soleil de la prairie. Donc pour ça, le meilleur moyen, c'est de mettre une bâche d'ensilage ou une bâche en toile tissée. Donc toile tissée, c'est du plastique qui est tissé comme ça. Euh, Ça va permettre en fait d'occulter la lumière et donc l'herbe en dessous, elle va mourir. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'en plus, vu qu'il fait chaud sous la bâche, il y a toutes les petites graines chaud et humide, il y a toutes les petites graines qui vont germer en dessous et puis elles vont mourir. Du coup, ça va assainir la parcelle. Donc après, si on va venir semer des carottes ou des radis, par exemple, on va surtout pas toucher le sol, on va semer directement. Parce que comme ça va avoir beaucoup d'impact sur le fait qu'il y aura moins d'herbe à désherber, donc beaucoup moins de désherbage. On peut le faire aussi avec des cartons. Voilà. En fait, on peut le faire avec tous les matériaux qui sont occultants à partir du moment où ça coupe bien de la lumière. Donc voilà, moi je te conseillerais Violaine pour commencer ton jardin qui est encore en herbe. Tu dis qu'en plus ton composteur il est commencé depuis octobre. Et ben c'est de dépendre un petit peu de compost, mais pas beaucoup, hein, ça ne sert pas grand chose d'en mettre beaucoup. Tu peux en mettre 1 ou 2 kilos par mètre carré. Et après tu viens cartonner ou bâcher. Et à partir du mois de mai, tu viens faire des petits trous dans ton carton ou dans ta bâche et tu viens planter ou semer dans ces petits trous. Parce qu'en fait, on dit que pour désherber une prairie en herbe entièrement, il faut 6 mois en période poussante, en gros de mars à octobre. Et il faut laisser bâcher pendant cette période. Donc c'est pour ça que si on commence à bâcher maintenant, il faudra laisser le carton ou la bâche jusqu'au mois d'octobre au moins. Et voilà. Et le fait que la prairie va se dégrader, ça va permettre aussi de nourrir le sol, nourrir les légumes. Donc c'est pour ça que moi je dis de mettre un petit peu de compost, comme ça même si le sol est pauvre, on aura quand même des beaux légumes. Donc voilà Violaine, c'est ce que je te recommande de faire. Après la question numéro 2, c'est celle de Jean. Il dit question arrosage. Je trouve assez compliqué de ressentir les besoins en arrosage. Y a-t-il des règles, critères de base pour gérer cela? Alors, c'est pas faux, c'est vrai qu'en fonction du type de sol, s'il est argileux, plutôt il va retenir l'eau, s'il est plutôt sableux et séchant, il va plutôt faire l'inverse, laisser drainer l'eau et partir l'eau. Et souvent on dit que quand on voit que les salades elles sont toutes flétries, c'est déjà trop tard en fait, c'est-à-dire qu'on aura déjà dû arroser avant. Donc la technique, il y en a plusieurs. Celle que je recommanderais la plus efficace,
c'est d'avoir des tensiomètres. En fait, c'est des appareils qui vont vous dire, bon bah là, il n'y a plus assez d'humidité dans le sol, donc il faut en remettre. Alors ça coûte un petit peu cher, donc c'est sûr que c'est ce qu'il y a de mieux, mais ça coûte un petit peu cher. Sinon, vous pouvez aller acheter des sortes de goujons, je vous mettrai le lien dans la description, ça fait des sortes de carottage dans la terre, et en fait, vous voyez s'il n'y a plus d'humidité dans la terre, jusqu'à un certain point, et du coup ça vous permet après d'ajuster en fonction de ça. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a de l'eau juste en surface et pas en profondeur, c'est que vous n'avez pas arrosé assez longtemps. A l'inverse, si vous voyez qu'il y en a en profondeur mais pas en surface, eh bien, ça faudra peut-être arroser un petit peu, mais pas pendant longtemps. Et si vous voyez que ça sèche, que ça descend de plus en plus bas, de plus en plus profond, ben voilà, vous arrosez. Donc ça c'est l'autre moyen de faire. Et sinon après c'est d'arroser, si par exemple j'ai un sol lourd et argileux, on sait qu'il faut l'arroser beaucoup mais pas souvent. Donc une fois par semaine un bon arrosage ça peut suffire, surtout si on a un paillage sur notre sol de matière organique. Et un sol sableux, on va dire qu'il faut plutôt l'arroser, sableux ou drainant, hein, peu importe, avec des cailloux ça marche aussi. Il faut l'arroser plutôt tous les jours, un petit peu. Voilà, parce que de toute façon toute l'eau que vous allez arroser en trop elle va partir, donc ça sert à rien d'en mettre des centaines de litres. Mais vu que ça va sécher vite, il faut remettre souvent. Donc on dit un sol sableux, on va l'arroser tous les jours en été quand il fait chaud. Donc voilà, Jean, pour faire simple, je te dirais si ton sol est plutôt sableux ou caillouteux, drainant, bah, t'arroser un petit peu tous les jours. Et s'il est plutôt lourd, argileux, riche en matière organique qui va retenir les éléments, et ben là je vais plutôt te dire d'arroser beaucoup, tu vois, tu mets une bonne dose, hein, tu mets 10 litres par mètre carré et ça te fait une semaine comme ça. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. La troisième question, c'est la question de DJ assez soft. Il dit coucou et merci pour cette initiative. Bah, de rien, merci à toi pour ta question. Peut-on bouturer sur place les cassis, groseilles et framboises? Et entre parenthèses, il met installer des boutures directement dans le sol lors de ma taille. Alors oui, voilà, oui, on peut. C'est même une bonne chose à faire. En gros, quand tu vas faire ça, il y a à peu près 60-70% de réussite. Donc si tu en mets 100, voilà, il t'en restera 60, 70, peut-être 50. Peut-être si ça se passe bien, il y en aura même 80, 100%. Sachant que ça marche mieux quand même avec les framboises qu'avec les groseilles et les cassis. Mais ça marche aussi avec les groseilles et les cassis. Donc, voilà. Effectivement, c'est une technique un peu de fainéant et ça marche très bien. Et ça permet de, bah, là, tous les déchets de taille, paf, 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 je les remets. Et ça permet de multiplier comme ça, de gérer de l'abondance sur place, donc c'est super. Si on veut être vraiment sûr de pouvoir en réussir un petit peu plus, on peut prendre ces petites boutures-là et puis on les met dans des petits pots et on les garde à un endroit où il va faire un petit peu plus chaud. Comme ça, on évite les gelées qui pourraient les tuer. Parce que quand ils sont petits, imaginons, ils refont des feuilles et là, ils gèlent, ils s'en remettront pas. Voilà, donc le mieux, c'est quand même de mettre ça dans des petits godets avec du terreau et mettre ça dans une serre. Donc je sais, toi par exemple, que tu as une belle serre, donc ben, tu peux mettre ça dans ta serre. Et les arroser, il faut qu'ils restent humides tout le temps, en permanence, donc il faut les arroser quasiment tous les jours. Et là, ça va permettre de réussir mieux ces boutures. Voilà. Surtout si on a un sol qui est pareil, très drainant, et ben là, les pieds ne vont pas rester longtemps dans l'humidité. Du coup, on va prendre le risque de malheureusement qu'ils sèchent et qu'ils meurent. Donc voilà, ça dépend un petit peu de comment faire, mais si on ne veut pas se prendre la tête, on peut les mettre partout dans son jardin et puis tenir humide et ça fonctionne très bien. Voilà. Alors la prochaine question, c'est une question de Julien. Alors il me dit « Hello, voici mes questions. Où en es-tu de tes expérimentations sans paillage plastique ?» Alors il y a d'autres questions aussi, mais je vais commencer par celle-là. Donc sans paillage plastique, pourquoi? Parce que moi je suis maraîcher, donc en gros j'ai un peu des contraintes. J'ai 1 hectare à gérer tout seul. Bon là on va être 2 bientôt. C'est très compliqué en fait de tout désherber, tout faire en sorte que ce soit voilà, propre, pas rempli de mauvaises herbes partout. Du coup le plastique c'est quand même un peu mon compromis. Alors c'est sûr qu'on aimerait s'en passer, mais c'est compliqué. Donc je fais des expérimentations pour essayer de s'en passer. J'y arrive pas toujours bien, des fois j'y arrive bien. En gros ce qu'il faut retenir c'est que je pense qu'on va pas faire du 100% sans plastique, parce que de toute façon par exemple il y aura toujours le plastique des serres, il y aura toujours le plastique pour, je sais pas, les élastiques, bon ça c'est du caoutchouc, mais les élastiques pour attacher les bottes de légumes, voilà ce genre de choses, donc ça va être compliqué de faire 100% sans plastique. Et j'utilise aussi le plastique pour justement faire de l'occultation, ce que je vous disais tout à l'heure à la première question de Violaine,
pour en fait détruire les mauvaises herbes et préparer les cultures après pour justement pas avoir besoin de les désherber. Donc en gros, j'essaye d'enlever maintenant le plastique pendant les cultures, donc le paillage plastique, mais j'essaye de mettre du plastique en prévention avant pour occulter et tuer les mauvaises herbes. Donc voilà, par rapport à cette question, c'est ça que je te répondrai. Et après, il me dit, tes jardins sont en rotation par famille de légumes ou par période de plantation et récolte, des rotations à la planche, etc. Et as-tu prévu d'améliorer ton système en incorporant des animaux sur la ferme? Donc je vais répondre à la première question. Donc oui, effectivement, mes jardins ils font des rotations. Alors pourquoi je fais des rotations? Parce que je suis en agriculture biologique. Et en agriculture biologique, on est obligé de faire des rotations. Voilà, donc de toute façon, c'est dans le cahier des charges, donc je suis obligé de le faire. Et sinon, c'est quoi l'intérêt de faire des rotations? C'est-à-dire de ne pas faire des tomates là où j'ai fait des tomates l'année d'avant. Et bien en fait, l'intérêt principal, c'est d'éviter d'avoir des maladies qui s'installent et qui peuvent tous les années abîmer le légume qui viendrait au même endroit. Donc c'est pour ça qu'on fait des rotations pour éviter ce problème-là. Et ça marche plutôt bien. Donc oui, moi je le fais par famille de légumes. Donc par exemple, si j'ai mis des tomates ici, je ne vais pas mettre de tomates ici, mais je ne mettrai pas non plus d'aubergines, ni de poivrons, ni de pommes de terre pendant 3 ans, parce que c'est la famille des solanacées, c'est les mêmes. Donc ça marche aussi par exemple avec des haricots. Si j'ai mis des haricots ici, je ne vais pas remettre des haricots, mais je ne remettrai pas des fèves et je ne remettrai pas des pois gourmands non plus, parce que c'est la même famille. Vous voyez un peu la logique? Donc en gros, je fais des groupes comme ça de familles, et puis je fais des rotations en fonction des groupes de familles, tout simplement. Donc en gros, moi je cultive par jardin, donc on a 10 jardins qui font 25 mètres de long et 16 mètres de large, donc ça fait 10 planches de culture d'1,20 m, avec 40 cm de passe-pied. Et du coup, quand c'est comme ça, on essaye de mettre tous ceux de la même famille par planche. En gros, et on a à peu près 10, on a 10 jardins et on a à peu près 10 familles. Donc en gros, on tourne un peu comme ça, un jardin par famille et par an. Voilà. Après, il me pose la question, du coup, as-tu prévu d'améliorer ton système en incorporant des animaux sur la ferme? Donc oui, j'aimerais bien. Mais vu qu'on est en location sur cette parcelle-là, pour le moment, c'est compliqué. On n'a que 1,2 hectare, donc c'est pas énorme. Donc on va peut-être mettre des poules. C'est en réflexion, mais ça sera peut-être tout. Voilà, on va faire que des petits animaux, pas des gros. Et c'est pas sûr. Et après, il me pose la question de verdict serre de case, donc d'occasion, ou achat neuf. Donc en gros, il me pose cette question parce que on a acheté des serres d'occasion et on les a réparées. En fait, on a acheté un lot et il y avait plein de réparations à faire dessus. Donc on a fait de la soudure, etc. Donc c'était un peu pénible. On est toujours en train de le faire d'ailleurs. Et ça nous a pris du temps. Sauf qu'on les a achetés 3-4 fois moins cher que si on les avait achetés neuves. Donc après, la question, elle dépend des gens en fait. Donc si vous avez de l'argent à investir, c'est vrai que c'est super bien d'acheter des serres neuves parce qu'on a la garantie, elles sont faciles à monter, il n'y a pas de surprise, il ne manque pas des pièces, il n'y a pas de réparation. Donc on gagne du temps, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et sinon, on achète des serres d'occasion comme moi et puis on les répare, on les bricole. C'est plus écologique, ça évite de fabriquer des nouvelles serres en acier galvanisé. La fabrication de l'acier, ça consomme énormément. Ça émet énormément de CO2 parce que ça consomme énormément d'énergie et de ressources premières. Donc voilà, si on peut éviter, c'est pas mal. Donc moi je dirais toujours serre d'occasion, mais essayez d'en trouver qui sont pas trop abîmés. Voilà. Alors après, la question suivante, c'est celle d'Audrey. Elle dit, est-ce qu'on peut faire son potager sur des faïs et non des fesses comme tu avais écrit? Donc on parlera pas de fesses sur cette question, mais du coup les faïs en gros c'est des restanques ou terrasses, ça dépend d'où vous venez en France. Donc vous savez c'est les cultures qui sont étagées, en général il y a quand même plutôt des vignes dessus ou des arbres, mais c'est vrai que la question de faire le potager dessus c'est intéressant. Alors moi je vais te répondre une vieille phrase qui dit qu'il n'y a pas de mauvais sol, il n'y a que des mauvais jardiniers. Donc oui tu peux faire un potager sur des faïs. Le problème, pour moi, principal, c'est que... Alors, attendez, je bouge. C'est qu'en gros, les faïs, c'est séchant, c'est drainant. Du coup, tu vas, en gros, avoir des problèmes d'arrosage. Donc, en gros, il va falloir que tu anticipes ça en avance. Et l'idée, c'est de faire en sorte que tu aies suffisamment d'eau pour pouvoir arroser. Si ton sol il manque justement de retenue d'eau, je te conseille d'amener pas mal de matière organique, pas mal de compost, de mettre des gros paillages pour retenir l'humidité. Donc ça, c'est ce que je te conseillerais de faire. Et après,
Je te dirais aussi de faire en sorte peut-être d'ombrager un petit peu en été s'il fait chaud. Donc réfléchir à mettre des arbres pas trop loin qui pourraient faire de l'ombre à certains moments de la journée. Et surtout, ben, voilà, avoir de l'eau. Voilà. Mais bon, malheureusement, souvent, aux endroits où il y a des terrasses, il n'y a pas toujours beaucoup d'eau. Mais en tout cas, tu pourras quand même faire ton potager. Et au pire, tu pourras faire ton potager plutôt en saison froide. En fait, le problème des restants ou des faïsses, c'est que le sol, ça va le réchauffer aussi, parce qu'il y a toutes les pierres qui sont sur les murets qui captent la chaleur et qui la restituent. Du coup, en saison froide, ce sera peut-être plus avantageux de faire un potager ici. En saison chaude, dans le sud de la France, comme je sais que tu es, euh, ça peut être vraiment compliqué, sauf si on a de l'eau et ou pas mal de matière organique pour faire des paillages. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Mais en tout cas, c'est possible. Alors la prochaine question, c'est la question de Sally Fisher. Alors elle me dit, poser des questions, c'est ma passion. Bah, parfait. Moi aussi. Je me demande dans quel état est un sol vivant, mais dans une vallée hyper polluée et proche d'une route fréquentée, est-ce que le vivant compense? Tu fais des analyses régulières. Que trouves-tu de pas top si c'est le cas? Il est évident pour moi qu'il faut mieux tendre vers la permaculture, donc c'est bien, on est d'accord. Mais je m'interroge quand même sur l'état des sols. Oui, donc je comprends ta question. En gros, ta question c'est est-ce que mon sol il est pollué parce que je suis dans la vallée du Rhône? Et s'il est pollué, qu'est-ce que je fais pour résoudre le problème? Et voilà, et comment faire pour compenser? Est-ce que le sol il compense? Alors oui, j'ai fait une analyse avant de venir sur le sol, sur ce terrain. L'analyse, elle ne montrait pas qu'il y avait des polluants particuliers. Alors, je pourrais vous mettre l'analyse en description, vous l'envoyer si ça vous intéresse. Et du coup, pour répondre à cette question, effectivement, la vallée du Rhône, c'est pollué. Effectivement, il y a des risques de pollution avec les voitures qui passent pas loin, les microparticules, etc. Après, heureusement, le sol que j'ai récupéré, il est en bio depuis des années. Donc déjà, ça c'est bien, il n'y a pas de polluants dans le sol. Il n'y a pas d'éléments qui pouvaient rester, parce que si j'avais pris une parcelle qui était en conventionnel, eh ben, il y aurait pu avoir des polluants à l'intérieur du sol, donc déjà ça c'est une bonne chose. En fait, il faut vraiment comprendre que le vivant, c'est un filtre, c'est des filtres. En gros, je m'explique. Les champignons, c'est des gros dépollueurs du sol, donc ils vont détruire énormément de métaux lourds, de choses comme ça. Et après, il y a toute la vie du sol, les bactéries qui vont dégrader énormément de choses. Toute la vie du sol, en gros, elle va être un dépolluant. Donc déjà, il y a ce filtre-là qui est le filtre du sol. Après, il y a le filtre des plantes. Donc les plantes, elles, c'est pareil, elles vont pas s'amuser à prendre des choses qui sont des toxines pour elles vont plutôt filtrer, essayer de garder que les choses qui sont bonnes et intéressantes pour elles. Puis après, il y a le filtre du fait que je les lave. Donc s'il y a des choses qui sont sur les feuilles des dépôts, ben, c'est lavé. Et après, il y a le filtre du corps, nous. C'est ce qui me fait dire que moi je suis sûr et certain que les produits que je vends aux gens ils sont très sains et très bons. Et en plus de ça, bah, moi j'utilise des méthodes donc de permaculture et d'agroécologie. Donc en gros, je vais améliorer, augmenter cette vie-là, donc améliorer, augmenter la capacité à filtrer, nettoyer, purifier le sol, détruire les polluants. En plus, ben voilà, moi j'ai une haie protectrice tout autour de ma parcelle. J'ai planté des arbres, il y en avait déjà. Du coup, ils vont filtrer les choses qui pourraient rentrer par les microparticules, par exemple. Et en plus de ça, ils vont voilà, dépolluer, etc. En plus de ça, je développe la biodiversité. Donc le fait qu'il y ait plus de biodiversité, ça va ramener de la complexité. Donc ça va aussi permettre de dépolluer. Donc en gros, si on fait des analyses, et j'en fais sur mes sols, et ben, on va se rendre compte qu'ils sont voilà, pleins de vie, au contraire parfaitement en pleine santé, pas du tout pollués, etc. Donc en gros, moi je vais aider le sol, voilà, c'est mon travail, parce que j'essaye de faire ça le plus possible, pour que lui-même soit capable en gros ben, de s'améliorer, d'être en bonne santé et de détruire des polluants s'il y a des polluants. Donc pour finir de répondre à tes questions, en gros, oui, c'est quand même bien de faire de la permaculture et de l'agroécologie et de produire de la nourriture pour des gens,
même si on est dans un endroit qui peut, au premier abord, pardon, sembler être pollué. En fait, on va créer une sorte d'oasis qui va, lui, être justement dépollué. Et l'objectif que j'ai, c'est qu'il y ait plus en plus de gens en fait, qui fassent la même chose. C'est pour ça que je partage ça avec vous, pour qu'en fait, il y ait de moins en moins d'endroits pollués, et qu'il y ait de plus en plus d'endroits dépollués, remplis de vie et remplis de choses qui vont faire que ça va participer à aller dans le bon sens plutôt que dans le mauvais. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question par rapport à ça. Alors la prochaine question, c'est une question de Jean. Il dit: quel est ton avis sur l'intégration d'arbres au milieu d'un potager? Risque de trop d'ombre? Point d'interrogation. Permet de limiter les surchauffes en été? Point d'interrogation. Merci d'avance. Alors, effectivement, c'est une question qui revient souvent, donc c'est plutôt une question sur l'agroforesterie. Il faudrait presque une journée pour répondre à cette question. Mais en gros, la meilleure des réponses que je peux te dire, c'est que oui, on peut intégrer des arbres fruitiers, mais pas n'importe lesquels. Effectivement, ça peut être intéressant pour faire de l'ombre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi intéressant parce que les branches qui tombent ou qu'on taille, elles peuvent venir nourrir le sol. Les racines qui se décomposent dans le sol, elles vont nourrir le sol. Ça retient le sol, donc ça peut éviter de l'érosion, ça permet d'avoir des feuilles mortes aussi qui tombent, on peut en faire du paillage, du compost avec. Donc c'est super. Le problème, c'est qu'il ne faut pas n'importe quelles essences, parce qu'il y a des essences qui vont être beaucoup trop concurrentielles pour des légumes. Donc je pense principalement aux résineux qui ont des racines traçantes, donc c'est-à-dire des racines qui vont aller à la surface du sol coloniser. Et entre un arbre comme ça et une salade, c'est l'arbre qui gagne. Donc en gros, ça ne fonctionnera pas. Donc pour que ça fonctionne, en gros, il faut que ça soit plutôt de la famille des rosacées, les plantes que vous allez mettre, donc plutôt des arbustes, ou alors des fruitiers que vous allez greffer sur des rosacées. Par exemple, ça peut être des pommiers greffés sur des églantiers. Ça peut être des poiriers greffés sur des églantiers. Ça peut être des cassis, des framboises, des groseilles. Voilà, donc en gros, on va plutôt aller sur des plantes de ce type-là. Donc la famille des rosacées, vous irez chercher ce que c'est. Et ça va permettre, en fait, pourquoi les rosacées? Parce qu'en fait, les rosacées et les légumes qu'on cultive, les plantes qu'on mange, elles ont coévolué ensemble et elles ont la même connexion mycorhizée. C'est des mêmes champignons, en fait, elles sont connectées avec la même famille de champignons. Du coup, ça permet que ces familles-là ne rentrent pas en concurrence. Et du coup, là, elles vont s'entraider, elles vont avoir des connexions, elles vont partager des nutriments, elles vont partager de l'eau, etc. Donc là, c'est intéressant. Par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pris l'exemple des résineux, par exemple, qui eux sont mycorhizés avec d'autres champignons. Et là, ça va rentrer en concurrence. Et là, on aura des sérieux problèmes. Donc, il faut d'abord se renseigner sur les arbres qu'on veut mettre. Il ne faut pas mettre n'importe lesquels. Mais on peut en mettre, et c'est une bonne initiative d'en mettre. Il faut juste mettre pas n'importe lesquels. Voilà, c'est tout. Hein. Mais sinon, c'est une bonne initiative de le faire, et c'est quelque chose que je recommande de faire. Mais voilà, pas n'importe lesquels, et bien choisir ses essences d'arbres. Donc pour ça, il y a pas mal de livres, pas mal de documentation sur l'agroforesterie, sur le type d'arbre qu'on peut choisir, etc. Donc si ça vous intéresse, posez-moi la question et puis je vous donnerai des ressources de livres. Alors la prochaine question, c'est une question de Glib. Est-ce que tu mets uniquement du compost végétal et du fumier de poule, point d'interrogation, ou tu changes selon les cultures prévues? Comment tu t'es organisé pour la rotation des cultures? Alors, je ne mets pas que du compost végétal ou du fumier de poule, ça m'arrive de mettre plein d'autres choses. En fait, j'essaye justement de faire en sorte de mettre le plus possible de matières organiques différentes. En gros, parce que moi je pense que le sol, ça ressemble un petit peu au système digestif, si vous voulez, et c'est souvent intéressant de varier l'alimentation du sol, comme pour nous, c'est intéressant de varier ce qu'on mange. Donc le compost végétal et le fumier de poule, c'est ce que je mets le plus. Parce que là, dans la vallée du Rhône, dans la Drôme, c'est ce qu'il y a le plus à disposition. Hein. Là, le compost de déchets verts, c'est tous les déchets verts que les gens ils emmènent à la déchetterie, qui sont broyés puis compostés. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'il y a une grande diversité végétale à l'intérieur. Il y a des gros bouts de bois qui sont très carbonés. Il y a du gazon qui est très mou, très humide, très azoté. On va trouver plein de choses différentes, des feuilles mortes plutôt à l'automne, plutôt du gazon au printemps, donc voilà, c'est super diversifié. Et le fumier de poule, parce qu'il y a pas mal d'élevage de poules et en bio ici, donc ça correspond bien.
Donc c'est pour ça que j'utilise principalement ça, mais je travaille aussi avec des professionnels des espaces verts. D'ailleurs, si vous êtes un professionnel des espaces verts pas loin dans le coin, bah, n'hésitez pas à venir et à me déposer chez moi le gazon, les feuilles mortes, etc. Moi je récupère toute la matière organique parce qu'en fait je me sers de tout type de matière organique à partir du moment où elle n'est pas polluée aux pesticides pour pailler, nourrir mon sol. Donc voilà, pour répondre à cette question, j'utilise toutes les matières organiques que j'ai à disposition. Donc je fais pas le difficile, je prends tout ce qu'il y a et tout ce que je peux avoir. Et après l'autre question du coup c'était comment tu t'es organisé pour la rotation des cultures? Du coup j'ai déjà répondu tout à l'heure quand j'en parlais à la question de Julien, il me semble. Et du coup, il ne faut pas hésiter à me redemander si vous avez besoin de ça. Pour m'organiser aussi, j'utilise un logiciel qui est vraiment super. C'est le logiciel de l'Atelier Paysan. Donc vous allez sur le site de l'Atelier Paysan et vous mettez CROP, donc QROP. Et c'est un logiciel qui vous permet de faire de la planification culturelle, de mettre vos jardins, vos planches de culture, etc. Et il vous dit quand vous avez mis la même famille que l'année dernière, donc pour gérer les rotations et tout, c'est super. Donc je vous recommande d'utiliser ce logiciel, donc CROP de l'Atelier Paysan. Voilà, c'est celui que j'utilise. Après, il y a une question d'Aline. Donc elle dit: salut à vous, je voulais savoir de quel type de graines, quelles semences vous utilisiez, est-ce que vous les achetez, comment vous les sélectionnez, prix, qualité, origine. Merci, bonne continuation. Alors merci Aline pour ta question. Écoute, on utilise plein de types de graines différents. On essaye d'avoir en sorte de ne pas avoir d'hybride F1, on essaye d'avoir que des semences qui sont reproductibles, des variétés paysannes, pour avoir notre autonomie. Comme ça, si une année on a envie d'en acheter aucune, et on peut garder toutes nos semences. Donc, ça nous arrive aussi de faire nos semences, donc les tomates, les courgettes, les courges. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? La roquette, etc. Donc il y a des choses qu'on fait en semence, mais on ne fait pas tout, parce que c'est énormément de travail de faire de la semence, et surtout si on veut la faire bien. Donc en gros, nous, on se permet de faire de la semence un petit peu, mais on ne fait pas sur tout. On essaye de faire plutôt sur des légumes qui vont être plutôt simples à cultiver. Donc ça va plutôt tourner autour des légumes que je viens de citer. Et du coup, pour le reste, on va les acheter, on les achète agro-semences, mais plus ça va, plus on les achète, c'est chez SM Bio et Biogerm aussi. Donc c'est des grandes familles de semenciers bio, et ils ont toujours été en bio, ils font que du bio. Et ça nous plaît d'acheter à eux, donc ils font aussi pour les particuliers et pour les professionnels. Donc si vous êtes particulier, vous pourrez aussi acheter vos semences là-bas. Donc voilà, nous on fait ça, on en fait une partie pour avoir notre autonomie, notre indépendance. Et on fait en sorte de, si on peut, si on n'a pas le choix, une année on est obligé de faire nos semences, on peut parce qu'on a des variétés qui sont reproductibles. Et dans le même temps, on en achète un petit peu régulièrement pour assurer une production, en fait, pour avoir des semences qui sont pour renouveler la génétique aussi, un peu comme on le ferait dans un élevage. Et puis pour assurer une production, avoir des qualités de graines qui sont bonnes. Parce que nous, c'est pas notre métier d'être semencier, donc on sait faire des graines, mais c'est quand même un métier de les faire bien, très bien même. Donc ça ne nous dérange pas de travailler avec des semenciers qui font bien leur métier, et qui le font consciencieusement et qui nous donnent des graines reproductibles et de grande qualité, résistantes aux maladies, etc., etc. Et productives aussi. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors la dernière question, il y a 3 questions, c'est une question de Jérémy. Alors Jérémy il s'est lâché, mais il a bien fait. Alors il me dit: bonjour Martial, première question, as-tu un retour d'expérience concernant l'usage de la consoude en engrais naturel? Je me questionne sur le mode d'amendement, paillage brut ou purin pour garantir un apport de minéraux durables aux végétaux. Existe-t-il des ratios permettant de connaître les besoins annuels d'apport de consoude par arbre, arbuste, légumes, fruits saisonniers, etc. Alors, oui, pour moi la consoude c'est un super engrais, c'est un engrais je dirais universel. On parle souvent du purin d'ortie par exemple, mais le purin de consoude c'est plus équilibré en fait. Le purin d'ortie il y a un petit peu trop d'azote, donc c'est un petit peu déséquilibré en azote. Donc c'est à dire que si vous mettez tout le temps ça, les plantes auront trop d'azote et c'est comme si vous aviez un peu trop de sucre, quoi. Ça va déséquilibrer leur alimentation. Donc, alors que la consoude, c'est super équilibré, c'est super riche, super varié. Donc, moi, c'est un truc que je recommande aux gens. Voilà, en plus, la consoude, ça pousse super bien, ça fait
ça pousse beaucoup, ça peut faire jusqu'à 7 kg de feuilles par mètre carré par an. Enfin, c'est énorme, ça produit énormément de biomasse. Donc voilà, c'est bien d'en avoir dans un coin d'un jardin. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on met plutôt en liquide ou en paillage? Moi, je dis toujours aux gens, en gros, quand on fait en liquide, on fait un truc que la nature ne fait pas. Donc en fait, on concentre le produit, on le fait fermenter, etc. Donc c'est très intéressant parce qu'on va concentrer le produit, on va accélérer l'assimilation des nutriments, donc c'est bien pour ça. Mais du coup, on peut en mettre trop. Voilà. Alors que si on met que en paillage, voilà, on prend les feuilles de consoude puis on les jette, et ben on évite ce problème-là et du coup ça nous peut éviter pas mal de problèmes. Donc moi, pour répondre à ta question simplement, je dirais si tu veux pas te prendre la tête, ben, tu prends tes feuilles de consoude et puis tu les mets en paillage, tu les mets un peu partout et ça fonctionnera. Après, pour la quantité, non, il n'y a pas de ratio qui permettent de comprendre combien il faut mettre. Mais moi, je vais te donner un peu des ratios, c'est plutôt des ordres de grandeur. On dit que si on veut produire 2-3 légumes, si on veut produire 2-3 légumes par mètre carré par an, il faut apporter 2-3 kg de matière organique qui va se transformer en légumes, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme le disait Antoine Lavoisier. Du coup, si tu veux produire 2-3 kg de légumes, il faut amener 2-3 kg de nourriture, donc ça peut être de la consoude ou autre, voilà. Mais si, imaginons, tu mets un petit peu de fumier, puis un petit peu de paille, et que tu en plus ramènes de la consoude, ben, imaginons, tu peux ramener 1 kg de chaque. Donc voilà, il faut compter un petit peu comme ça. Et pour les arbres, les arbustes, etc., on va plutôt, eux, ils sont plus autonomes sur l'alimentation, voilà, ils sont moins gourmands que les légumes. Et là, le paillage, il va plus servir pour retenir l'eau, protéger le sol, protéger la vie du sol, et aussi un petit peu nourrir le sol. Donc là, on va juste mettre une épaisseur suffisante pour que ça fasse ce travail-là, donc c'est au moins 5 cm, et ça va largement subvenir aux besoins de la plante. Et tu n'as pas de risque d'en mettre trop, voilà, parce que vu que c'est en paillage, que ça se dégrade lentement, et ben la nature, elle sait régler ça, elle sait gérer ça, donc tu n'as pas de risque d'en mettre trop. Et si tu en mets en liquide, il faut mettre que sur un arrosage sur 3 maximum, et il faut mettre dilué à 10-20%, c'est-à-dire que dans 10 litres, je mets 1-2 litres de jus de consoude, de purin de consoude ou de thé de consoude en fonction des recettes que vous utilisez, et le reste de l'eau. Et c'est qu'un arrosage sur 3, sinon ça fait trop. Voilà. Et voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta première question. Alors après, la deuxième question de Jérémy, c'est quel est ton avis sur l'apport de matières fraîches, principalement épluchures, fruits et légumes, au pied d'un arbre? Est-ce qu'il y a des risques de brûlure des racines? Y a-t-il des périodes à éviter? Peut-être que les périodes printanières et automnales seraient plus adaptées. Et il y aura, quoi qu'il en soit, un paillage en surface. Et ben du coup, j'ai un peu répondu à cette question déjà. Tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre la quantité que tu veux. Effectivement, les épluchures de légumes, c'est plutôt très azoté. Donc si tu mets que ça, que ça, que ça, c'est bien de compenser, comme tu me le dis dans ton texte, avec un paillage qui va être carboné pour compenser, équilibrer. On dit souvent qu'il faut 2 tiers de matière plutôt carbonée, donc plutôt sèche, marron, dure. Voilà, carton, broyat, paille, etc. Et 1 tiers de matière azotée, donc ça peut être du fumier, du gazon, des épluchures de légumes. Voilà, donc là c'est plutôt humide, vert, mou. Et voilà, donc ça c'est un peu le ratio qu'il faut utiliser. Tu peux en mettre toute l'année. Alors après, c'est vrai que si on fait des apports qui sont importants, c'est mieux de les faire plutôt au printemps ou à l'automne. Mais si on a une culture qui est gourmande comme des courges, pourquoi pas le faire toute l'année et puis même avec tous les autres légumes. En fait, le seul problème qu'on a après, c'est plutôt le foisonnement que ça amène, qui est une grosse épaisseur et ça peut nous gêner pour planter ou semer des choses. Donc il faut plutôt réfléchir dans ce sens-là. Voilà, donc si moi je viens planter des petites salades ou semer des carottes, je ne vais pas mettre plein de paillage ou d'épluchures parce que ça va me gêner après, vous voyez. Donc il faut plutôt réfléchir dans ce sens-là. Et du coup, tu peux en mettre toute l'année hein, pour répondre à ta question. Et pour terminer, la troisième question de Jérémy, c'est, il me dit désolé pour l'abus, mais ça me trotte dans la tête, mais t'as bien fait Jérémy de poser tes questions, c'est fait pour ça. J'envisage de planter 2 pieds de kiwai de part et d'autre d'un pommier sauvage qui servirait de tuteur. Okay, je me demande si cette association est viable et quelle distance minimale respecter entre l'arbre et chaque liane
qui a priori les kiwis ou les kiwis, parce que là du coup tu me parles des deux, sont gourmands, mais les deux sont gourmands, oui. Je te remercie d'avance pour ton aide. Du coup, je pense, alors je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question, mais la distance dans le sol, ça va être important parce que si tu mets les kiwis ou les kiwis, peu importe, dans les racines du pommier sauvage, ça va pas le faire. Du coup, moi je te dirais de les mettre plutôt à 5-6 mètres du pommier, l'un à 5 mètres ou 6 mètres d'un côté, l'autre à 5 ou 6 mètres de l'autre côté. Comme ça, tu seras sûr qu'ils auront assez de place. Et après, venir les faire grimper, et ça, c'est pas un problème, au contraire, c'est même plutôt une bonne idée, parce que les lianes, naturellement, dans la nature, elles vont grimper dans les arbres. Après, il faudra que tu penses à gérer l'équilibre entre tes kiwis ou tes kiwis et ton pommier. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la liane, elle envahisse le pommier, ou à l'inverse, que le pommier il fasse trop d'ombre aux lianes. Du coup, il faudra tailler en fonction de ça, pour que, en gros, les deux aient accès à la lumière. Voilà, ça sera surtout par rapport à la lumière. Et comme je te l'ai dit, pour la concurrence au niveau des racines, eh ben, si tu mets assez d'écartement, donc 5-6 mètres, entre le pommier et les lianes, il n'y aura pas de problème. Voilà. Et oui, les kiwis et les kiwis, c'est gourmand, donc il ne faut pas hésiter. Par exemple, tu peux leur faire une petite butte lasagne. Donc en gros, tu leur mets, justement, tu me parlais d'épluchures, tu leur mets des épluchures, 5 cm et 5 cm de paillage, voilà, tu charges bien et tu les plantes à travers ça. Et du coup, ils auront un gros paillage avec beaucoup d'éléments nutritifs et ça va les aider à bien reprendre, ça va les protéger du froid et du chaud. Et du coup, ils auront bien à manger et ils vont bien pousser. Et ce que tu peux faire, c'est tendre des ficelles entre ton tuteur de tes kiwis ou de tes kiwis et ton pommier. Comme ça, en fait, ils vont suivre ces lignes-là de ficelles et tu peux les conduire là où tu veux dans l'arbre pour justement pas qu'ils aillent n'importe où. Là, tu les drives un peu, quoi. Tu les conduis pour qu'ils aillent au bon endroit et ça va le faire. Voilà. Et ça m'intéresse ton expérience, donc tu n'hésiteras pas à m'envoyer des photos, des vidéos, puis me mettre dans les commentaires pour me dire un peu ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est à la fin des questions. J'espère que j'aurai répondu au mieux à toutes les questions, que mes réponses elles vous ont convenu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire bon voilà, merci, ou des précisions si vous trouvez que je n'ai pas répondu assez bien à toutes les questions. N'hésitez pas à préciser, à me demander de préciser, je le ferai avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, ça m'aide beaucoup pour le référencement, ça aide à montrer ma chaîne YouTube aux autres gens, donc voilà, à faire découvrir mon travail pour les autres. Et si j'ai pu vous aider aujourd'hui, peut-être que je pourrais aider d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça en partageant aussi autour de vous, dans des groupes, à des amis. Voilà, moi ça m'aide beaucoup. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!